Eh bien, bonjour, mesdames et messieurs. Je, nous allons, nous allons conter une histoire d'eau qui n'est pas libertine à Marseille et ses environs immédiats. Alors, cette question de l'eau est très vaste. Elle peut être approchée sous divers angles. L'angle de l'approvisionnement, c'est ce qui nous retiendra aujourd'hui, c'est le problème de la ressource. Sous l'angle de l'assainissement, c'est-à-dire la gestion des eaux usées, sous l'angle des eaux pluviales et du risque inondation, ces deux derniers sujets sont naturellement associés, sous l'angle de la force motrice, de l'utilisation industrielle, agricole, etc. J'ai pris soin de mettre etc. Donc, pour une première présentation, seul le premier thème peut être exposé dans un temps raisonnable. J'avais été tenté d'inscrire la problématique du propos entre pénurie et inondation. Il y avait ce balancement entre le trop et le pas assez, mais c'est un programme trop vaste. Voilà, Madame Bertin, que je remercie, m'a présenté, donc je n'ai rien à ajouter, sauf peut-être que je suis membre de l'association Découverte Sainte-Baume, comme Monsieur Carbonel, et que d'une certaine manière, bien sûr, c'est sous le patronage de l'UTL, mais secondairement sous cette conférence et sous celui de l'association Découverte Sainte-Baume et Écomusée Territoire. Nous avons des petites difficultés dès le départ. Pour passer la diapositive suivante. Pourquoi je ne peux pas... Voilà. Et puis elle passe trop vite. Voilà, donc le sujet, c'est ça, histoire de l'alimentation en eau de la ville de Marseille, de l'Antiquité à nos jours, entre pénurie et abondance, et puis j'ai ajouté, ces jours-ci, relative. Pourquoi? Bien, le défilé d'images est trop rapide. Voilà, j'arrive. Pourquoi? Eh bien, vous avez peut-être vu dans la presse, par exemple dans la Provence de l'édition du 17 avril, que la préfecture des Bouches-du-Rhône vient de déclarer en alerte sécheresse, notamment le bassin versant de l'Yonne, aval, dont son écoulement sur la commune de Marseille. Bon, ceci doit nous alerter, nous nous reposons, et c'est bien normal, sur la sécurité qu'a apporté l'eau de la Durance, et maintenant s'y ajoute l'eau du Verdon, dans le ravitaillement des Marseillais. Néanmoins, nous pensons être à l'abri de pénuries désormais pour des décennies ou pour des siècles. Je crois qu'il faut y veiller. Donc c'est pour ça que j'ai mis abondance relative. Ah, alors moi je ne vois pas en haut ce qui s'affiche, puisqu'il y a un petit bandeau. S'affiche qu'est-ce qu'incluent les usages de l'eau. On peut distinguer l'eau utilitaire de l'eau d'agrément. Dans l'eau utilitaire, nous avons l'eau des besoins domestiques, l'eau à consommer et à cuisiner, l'eau de la toilette, l'eau du lavage du linge, de la lessive, qui sera longtemps un acte collectif. On fait la lessive au lavoir. L'eau du nettoyage de la maison, on fait le ménage, il faut de l'eau. L'eau des activités économiques, toutes celles-ci, les cultures, élevages, la construction, le bâtiment, c'est-à-dire l'eau des mortiers, des bétons que l'on mélange au ciment et aux agrégats, l'eau incorporée aux fabrications industrielles, l'eau de refroidissement, l'eau fournisseuse d'énergie, c'est la force motrice, l'eau de la voirie, l'eau de la lutte contre les incendies, et en fin d'exposé, j'y reviendrai, l'eau des fonds baptismaux. Ah, bon, les fonds baptismaux, est-ce que les fonds baptismaux consomment tant d'eau que cela? Non, aujourd'hui, certes pas. Mais c'était un petit clin d'œil dans les recherches archéologiques qui se sont multipliées à Marseille depuis 1967. On a, entre autres, redécouvert, parce qu'en fait, on l'avait découvert en 1850, un énorme baptistère, 25 mètres de côté, 23 à l'intérieur, 525 mètres carrés, et au milieu,
alors un déambulatoire, et au milieu une cuve, ce sont les fonds baptismaux. Et cette cuve, vu ses dimensions, 4,40 m de diamètre, 0,70 m de hauteur, eh bien, peut être remplie par 10 m3 d'eau. Donc il fallait de l'eau, une eau cultuelle en quelque sorte. Il fallait de l'eau, d'autant que le baptême était une cérémonie collective au 5e siècle, qui est à peu près le siècle de ce baptistère, de l'édification de ce baptistère, et collective et par immersion, c'est-à-dire qu'on s'accroupissait et qu'on était complètement immergé. Et on ne baptisait que 2 fois par an, à Pâques et à la Pentecôte. Voilà, donc c'est une manière aussi de rendre hommage à tous ces archéologues qui, depuis 50 ans, ont exhumé énormément de choses dans la ville de Marseille. Alors, l'eau du thermalisme, elle est à la limite de l'eau utilitaire et de l'eau de loisirs et d'agrément. L'eau des bains, c'est de l'eau d'agrément. L'eau des parcs et jardins, notamment des bastides, elle a ici une vocation esthétique. Voici une pièce d'eau, c'est la Bastide de la Magalone, sur le boulevard Michelet, que vous connaissez peut-être. Elle a ici une fonction décorative. Et enfin, l'eau des fontaines monumentales est décorative et des jets d'eau. Pensons à, on montrera l'image plus tard, au Palais Longchamp. Petit rappel toponymique, Marseille, fondée par les Phocéens en 599 avant Jésus-Christ, est appelée successivement Massalia, Massilia, Marsilio et Marseille. Voilà une eau abondante. C'est une cataracte d'Islande, la Gullfoss, 140 m3 secondes pour une hauteur de 32 mètres. En voici une autre, réputée la plus puissante d'Europe. 200 m3 secondes pour une hauteur de 44 mètres. Et puis voici l'Uvonne. Alors certes, c'est pour faire un contraste, c'est un peu déloyal de vous montrer l'Uvonne à l'extrême aval du stade Orange Vélodrome parce qu'elle est détournée à Sainte-Marguerite, un certain nombre d'hectomètres avant ce point, donc elle file dans la calanque de Cortiou, ses eaux vont dans la calanque de Cortiou. Par conséquent, il est normal qu'elle soit à sec ici, des flaques résiduelles d'une dernière pluie, peut-être. Mais la voici maintenant à Saint-Marcel, récemment. La date est en bas, c'est une photo que j'ai faite récemment pour renouveler un peu mon diaporama. Elle est du 12 avril dernier. Or, vous voyez que l'Uvonne n'écoule pas des quantités d'eau considérables. L'hiver a été sec, il est vrai, et d'ailleurs le préfet en a tiré les conclusions. Le début de printemps est sec aussi, mais vous voyez l'indigence tout de même de cet écoulement. Une image un peu plus riante de l'Uvonne pour me rattraper, c'est l'Uvonne à la sortie du vallon de Castellette, avec ses barrages de travertins, ses gours, ses biefs, à l'eau bleutée, turquoise quelquefois. Alors, le menu est le suivant. Dans un premier temps, nous verrons les contraintes et les potentialités. Qu'est-ce que les ressources naturelles offrent et n'offrent pas? L'approvisionnement à travers les âges du Moyen-Âge au milieu du XIXe siècle. Pourquoi le milieu du XIXe siècle? Eh bien, parce qu'en 1849, très exactement le 19 novembre, date de l'arrivée de l'eau du canal de Marseille sur le plateau Longchamp, l'eau de la Durance vient déverser ses bienfaits, n'est-ce pas, sur la ville de Marseille. Et cette date départage en 2 âges radicalement différents l'histoire de l'alimentation en eau de la ville de Marseille. Il y a un avant 1849 et un après 1849. Avant 1849, on est allé peu à peu vers des pénuries tragiques. Après 1849, on est rentré dans un âge d'abondance. Et l'abondance aura des impacts largement positifs, bien sûr, sur la géographie de la ville de Marseille. Je passe très vite sur la bibliographie.
Ces images vous seront remontrées en fin de diaporama, hein, et si vous avez des questions sur les ouvrages que j'ai utilisés, ou sur d'autres que je n'ai pas fait figurer en bibliographie ici, mais bon, on pourra y revenir. Alors, les contraintes et les potentialités. Il y a un premier facteur limitant, c'est le climat. La géologie est un peu plus généreuse, les ressources hydrauliques, aériennes et souterraines existent néanmoins. Et enfin, autre contrainte, c'est l'augmentation de la population et des besoins. Ah non. Facteur limitant climatique, un relatif invariant. Je passe sur le tableau, c'est un tableau des moyennes thermiques mensuelles. Je ne sais pas les moyennes sur quel laps de temps elles ont été établies, quelle tranche de temps, peu importe. Le climat méditerranéen, ça c'est un manuel d'enseignement du second degré, très simple, je crois d'une classe de 5e même, mais c'est suffisant pour bien vous persuader, mais vous, sans doute beaucoup d'entre vous le sont déjà, que le climat méditerranéen est un climat exceptionnel à la surface de la planète. Exceptionnel d'abord par sa faible étendue sur les continents, n'est-ce pas? Vous voyez, façade occidentale des continents, et puis autour de la Méditerranée, c'est la couleur brique. C'est un climat exceptionnel dû à un jeu de centres d'action sur lesquels il y a là des diapositives qui, suivant le public, sont à expliquer ou pas, donc je la passe. Mais celle-ci, je m'y arrête. En fait, ce climat est exceptionnel aussi par le comportement des variables météorologiques. En effet, c'est le seul climat où l'été ne correspond pas à la saison des pluies. Partout dans le monde, on n'y pense pas toujours, parce que nous, on est habitués. Nous, l'été, c'est le soleil et le temps sec, lumineux. Eh bien, dans le monde, dans l'Asie des moussons, dans le monde intertropical à 2 saisons, sur les vastes étendues continentales de l'Amérique du Nord, de l'Eurasie, c'est l'été qu'il pleut. C'est l'été qu'il pleut. Chez nous, c'est le contraire. Il existe une saison sèche que l'on essaie d'appréhender par des diagrammes dits ombrothermiques, parce qu'on mélange les indications pluviométriques et les indications thermiques. C'est le plus simple, on l'utilise presque plus, il est dû à Henri Gaussen, qui était un géobotaniste. On fait figurer sur un graphique, avec une échelle arithmétique à gauche, sur laquelle on va mesurer des choses différentes. On va mesurer des températures en degrés Celsius et on va mesurer des précipitations en millimètres. Il s'agit de moyennes mensuelles dans les deux cas. Simplement, s'agissant des températures, on prend soin de multiplier par 2 la moyenne mensuelle. Ainsi, en janvier, la moyenne mensuelle, ce n'est pas 12,6 degrés à Marseille, c'est la moitié, c'est-à-dire 6,3 degrés. De même, heureusement que juillet, ce n'est pas 46,2, n'est-ce pas? Mais c'est la moitié, 23,1. Et on trace ainsi une première courbe, la courbe des températures. Et puis, on va tracer, et là, sans multiplier par 2, par 3 ou par rien, la courbe des moyennes de précipitations mensuelles en millimètres. Il y a 2 coupures à ce moment-là. Il vient un moment où la courbe des températures, moyennant le doublement, passe par-dessus la courbe des précipitations. Eh bien, c'est exactement ça la saison sèche pour Henri Gaussen. Voilà, une manière de la manifester et de la situer dans le temps. S'agissant de l'alimentation en eau, vous comprenez bien que c'est la contrainte majeure. Les ressources hydrauliques aériennes et souterraines, eh bien, elles existent néanmoins, ces ressources. Les ressources aériennes, très simple, une carte très simple, ce sont les 3 organismes hydrographiques les plus importants dans le bassin de Marseille. Et il n'y a pas tous leurs affluents, évidemment. L'Uvonne et le Jarret. L'Uvonne et le Jarret sont principal affluent. Le ruisseau des Égalades, qui est aussi un fleuve, puisqu'il n'a besoin d'aucun cours d'eau autre
que lui pour rejoindre la mer. Mais les Phocéens, lorsqu'ils se sont installés à Marseille, se sont installés à une distance assez respectable de ces organismes hydrographiques. Et quand ils voudront utiliser l'eau de cette rivière et de ces deux fleuves, eh bien, il faudra aménager un circuit, des conduites, un aqueduc. Le réseau le plus important, c'est celui de l'Uvonne, bien sûr. Vous avez là le bassin versant de l'Uvonne. C'est l'organisme le plus important et c'est celui qui sera le plus sollicité dans l'histoire de l'alimentation en eau de la ville de Marseille. L'Uvonne, 52 km, 520 km² pour son bassin versant, mais un débit moyen au Charel, c'est une jauge qui est au Charel, de 993 litres seconde, soit 0,993 mètres cubes seconde. Vous vous souvenez des 200 mètres cubes seconde de la Détifosse, par exemple. Coule sur 27 communes, avec bien sûr un régime hydrologique qui suit celui de la combinaison ombrothermique, la sécheresse estivale, évidemment, se lie dans la variation des débits. Deux vues du Jarret, toute récente, elle date de dimanche dernier. Et vous voyez là encore, vous mesurez du regard l'indigence de l'écoulement. Bien sûr, notre hiver a été particulièrement sec. On est ici on est vers le Logis Neuf, sur la commune d'Allot. Et en amont, c'est la vue de gauche. En amont, le lit est complètement sec à proximité de la route qui monte vers le terme de Pépin. On est plus près de la source. Il faut dire qu'il y a des pertes. Vous voyez ce fond de lit calcaire fracturé. Les eaux s'infiltrent et quelquefois elles réapparaissent un petit peu plus en aval. Et voici le ruisseau des Égalades aussi. Bon, c'est un peu la même image, c'est pas l'abondance. Un ruisseau de 17 km, un bassin versant de 52 km² et un débit estimé de 0,4 m3 par seconde, c'est-à-dire 400 litres seconde. Et pourtant, ce ruisseau, sa fréquentation était très agréable pour la bourgeoisie marseillaise au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, n'est-ce pas? On a des photos, des cartes postales où on voit des élégantes se promener et notamment à proximité de la cascade des Égalades. S'agissant donc de l'hydrographie de surface, bien, l'alimentation n'est pas très copieuse. Le Jarret, c'est un détail. Le Jarret n'a pas toujours eu le cours actuel. Il s'est jeté jusqu'au 10e, à moins que ce soit jusqu'au 14e, parce que les auteurs ne sont pas d'accord sur le moment du détournement. Il se jetait directement dans le Vieux-Port, le Jarret. L'Uvonne sans doute aussi, mais dans des âges beaucoup plus reculés. Et le Jarret, c'est au Moyen-Âge qu'il a été détourné vers son cours actuel. Bon, une carte géologique trop compliquée, un schéma structural de la région de Marseille très compliqué. Simplement pour vous dire qu'entre ces chaînons qui bordent la cuvette, le bassin de Marseille, ces chaînons calcaires, il y a eu une déchirure. Et c'est cette déchirure qu'ont occupé, je passe là-dessus, qu'ont occupé des formations détritiques, des conglomérats, des sables, des graviers, aussi des bandes calcaires, des grès, qui sont, pour certaines formations, qui permettent d'héberger des aquifères, c'est-à-dire des nappes, si vous voulez. Ce bassin de Marseille, c'est un schéma structural très simple, emprunté à la thèse de Gaston Rambert de 1934. On ne connaissait pas aussi bien la géologie du bassin de Marseille à l'époque, mais cette coupe montre que ce bassin de Marseille est double. Il y a un bassin nord qui est plus profond, plus ample, et un bassin sud plus étroit.
Et c'est dans ces bassins que se nichent les aquifères. Alors, il y a de l'eau dans le sous-sol de Marseille, y compris du centre-ville. Voici la chambre de drainage des eaux qui a été mise à jour en juillet 1975 lors de la construction du parking des allées Léon Gambetta. Alors, si vous connaissez un peu Marseille, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent tout de même suffisamment Marseille. Lorsqu'on a creusé ce parking, on a trouvé un ruisseau et même des ouvrages. C'est le ruisseau de la Pouzarac, la source de la Pouzarac. Et aujourd'hui encore, le sous-sol du parking se remplit d'eau et il faut pratiquer un exorde en permanence, c'est-à-dire évacuer l'eau par des pompes. C'était la CERAM qui s'occupait de ceci jusqu'à une date récente, je ne sais pas si elle continue. Que viennent faire ces images de l'immeuble Protis qui a été bâti sur la butte Saint-Laurent? Quel rapport avec l'eau? Eh bien, tout simplement, ça c'est un peu une circonstance qui fait que je connais un occupant, un résident dans cet immeuble Protis, qui est de plus un ancien de notre association Découverte Sainte-Baume, qui a écrit sur la glace, qui a écrit sur la mine de lignite, qui s'appelle M. Victor Moussion, qui est un médecin à la retraite. Et il me disait, c'est par lui que je l'ai appris, que le sous-sol de cet immeuble se remplit d'eau. N'est-ce pas? Donc il y a de l'eau dans le sous-sol de Marseille, et les phocéens notamment en ont tiré parti. Les deux bassins, comme vous avez vu sur la coupe, sont séparés par une dorsale, c'est-à-dire des points plus élevés, une dorsale qui court du massif d'Allot jusqu'à la colline de Notre-Dame de la Garde. Et cette dorsale est intéressante parce que à ces deux extrémités, il a été question de thermalisme. En effet, du côté du massif d'Allot, les Camouins, vous savez que la source est exploitée par un établissement thermal. Cette source d'eau soufrée, d'eau sulfureuse, est connue depuis le XVIIe siècle. Beaucoup de hauts personnages sont venus prendre les eaux au Camouin-les-Bains. On voit l'eau, elle est réputée pour un certain nombre de soins, etc. Bon, moi, je n'insiste pas, c'est quand même pas dans mes compétences. Et cette eau, elle circule au long de la dorsale que je vous ai montrée pour aboutir au pied de la corniche, le pied de la corniche, lorsqu'on va de la plage du Prado vers le centre-ville, hein, au pied de la corniche, au pied de la colline du Rocas-Blanc, au pied là, du château Talabot, et elle ressurgit. Elle s'est un peu modifiée, sa teneur s'est un peu modifiée en cours de route, elle s'est un peu réchauffée sans doute aussi, et cette source, elle a été préservée malgré les travaux de construction de la corniche, malgré l'élargissement, les travaux d'élargissement de la corniche qui sont plus récents. Elle a été conservée et lorsque l'hôtel Palm Beach Concorde s'est installé au pied de la corniche, au Palm Beach, ils ont gardé la source en quelque sorte, ils l'ont mise en scène et elle est où elle était, je ne sais plus parce qu'il y a eu un changement de propriétaire de cet hôtel, il a changé de nom plusieurs fois et il a été vendu à une société espagnole. Donc je ne sais pas, cette image n'est pas d'hier, hein, il y a quelque temps, je ne sais pas si ça a été conservé par les nouveaux exploitants de l'hôtel, mais cette source, elle donnait lieu à un petit spectacle. L'eau coulait le long du rocher et se déversait dans un bassin. Et si je reviens à cette image, c'est parce que ces eaux, les eaux de cette source, qui ont un peu les qualités de celles des Camouins, mais pas entièrement les mêmes, parce qu'au passage, elles se sont chargées de minéraux nouveaux, elles en ont perdu d'autres, etc., a permis l'exploitation d'un établissement de bains, les bains du Roucas-Blanc, entre 1850, 60 et 1880, n'est-ce pas? Mais
c'est une activité qui a cessé lorsque la ville de Marseille a voulu faire un chantier naval sur les lieux, qu'elle n'a pas réalisé d'ailleurs. Alors, dernière contrainte, eh bien, c'est l'augmentation de la population. À partir du XVIe siècle, on arrive à peu près à estimer les populations. Et donc, à partir du XVIe siècle, la population marseillaise va croître et avec elle les besoins, forcément, en eau alimentaire, notamment d'abord, mais on verra aussi en eau industrielle. On le verra beaucoup plus rapidement. Donc, vous avez là un tableau sur la croissance et un graphique sur la croissance de la population jusqu'à une date récente. Je suis allé jusqu'à 2017, puisque maintenant, on a des recensements par sondage très fréquemment. Alors, pour s'adapter à cette croissance de la population, notamment, et la croissance des besoins, la ville de Marseille, les Marseillais, les Massaliotes, les Massiliotes, qui dans l'Antiquité se sont longtemps contentés de ressources intramuros et de quelques ressources aussi à l'extérieur des remparts, mais très proches, par exemple dans le Jardin des Vestiges. Je rappelle que le Jardin des Vestiges, c'est à l'extérieur de la ville. La ville commence à l'ouest du Jardin des Vestiges. Mais enfin, ça en est très proche. Donc, quelques ressources extramuros, proches, intégrées dans l'enceinte au fil du temps. Et puis, quand ça n'a plus suffi, au Moyen-Âge, eh bien, on a cherché ailleurs, c'est-à-dire des ressources loco-régionales, le jarret, la caravelle et l'uvre. Et puis, au XIXe siècle, à partir des années 1820-1830, la pénurie d'eau devient catastrophique. Il y a un cocktail qui se met en place et qui est mortifère, puisque le choléra est arrivé, n'est-ce pas? Donc, il a fallu aller chercher plus loin les ressources. 1847-1849, en 1947, l'eau de la Durance par le canal de Marseille arrive aux portes de la ville à Saint-Antoine. En 1849, je vous ai déjà parlé de cette date, elle est sur le plateau Longchamp. Puis l'eau du Verdon, plus récemment, en 1973. Donc, l'alimentation en eau nous raconte l'histoire de la croissance de la ville et ses vicissitudes aussi, hein, avec l'élargissement de l'aire de recrutement de la ressource au fil du temps. C'est ça qui est intéressant, c'est cette problématique-là qui est intéressante, pour un géographe notamment. Marseille, une cité de la soif à la recherche de solutions, donc dans son histoire, nous l'avons vu, sur les rives de la Méditerranée, l'eau est rare, précieuse, je passe très vite, et dans sa légende déjà, c'est de l'eau que Gyptis présente à Protis pour le désigner comme son époux. Et c'est de cette coupe offerte qu'est née Marseille. Voici le tableau, l'affiche de Puvis de Chavannes pour le 25e centenaire en 1899, et vous voyez cette coupe que Gyptis tend à Protis. Donc l'histoire de cette ville est inaugurée par un geste d'offrande d'eau. Et puis ici, en réalité, c'est un texte qui dit la même chose que le schéma précédent, n'est-ce pas? Au Moyen-Âge, les rivières proches de l'agglomération. À l'époque moderne, les rivières plus lointaines et abondantes. Ce n'est pas l'époque moderne, c'est l'époque contemporaine. La Durance au XIXe et le Verdon. À chaque phase correspond un essor de la cité. De chaque phase demeure un témoin de l'effort engagé. Et c'est très bien vu. Et c'est une préface de Gaston Defferre pour un des livres que je vous montrerai en bibliographie. Dans cette préface, il avait vraiment, je crois, bien situé le rapport entre le développement de la ville de Marseille et l'alimentation en eau. Dès le départ, l'eau est un symbole fort
à Marseille, dans l'histoire de Marseille. Voici une pièce de monnaie du VIe siècle avant Jésus-Christ. Il est écrit Lacidon, ce qu'on ne voit pas bien, en plus quand on n'est pas spécialiste sur ces pièces. Lacidon, c'est le nom que l'on donne à la calanque du vieux port, qui était une calanque et qui est maintenant un port aménagé, maçonné. Et alors, on a longtemps cru qu'il fallait chercher un rapport avec le port, avec la mer. Et en réalité, cette pièce incite à penser que ce jeune dieu cornu sur cette pièce de monnaie, eh bien, cette tête juvénile, c'est en réalité un attribut associé à la divinité des eaux et des sources. Si bien que, en réalité, Lacidon devait désigner une source. Quant à la source qui aurait inspiré la dénomination, les auteurs ne la placent pas au même endroit. Je l'ai écrit, vous pouvez le lire comme moi, ce n'est pas la peine que j'en vous en fasse la lecture. Alors l'un le situe au bas de la Canebière, en rappelant quand même, c'est-à-dire au fond du port. Mais le fond du port, au VIe siècle, au Ve siècle, et très longtemps, et pratiquement jusqu'au Moyen Âge, le fond du port, c'est à la hauteur de la Bourse, hein, aujourd'hui, à la hauteur de la place du Général de Gaulle. C'est ça, il est là, le fond du port. Hein. Donc cette source pouvait être par là, mais un autre historien de Marseille, membre de l'Académie de Marseille en son temps, Adrien Blesse, lui, la situerait plutôt au pied de la Roquette, de la colline de l'Hôtel-Dieu et des Accoules. Voilà. Bon, ce n'est pas très important pour nous, mais ce qui est important, c'est le symbole. Hein, c'est l'eau. Et alors, au tout début de son histoire, il y a donc pour Marseille une symbolique de l'eau. Eh bien, là, maintenant, 2600 ans plus tard, voilà que Marseille est une capitale mondiale de l'eau, dans la mesure où elle héberge le siège du Conseil mondial de l'eau, dans la mesure où Marseille, par exemple, a accueilli le 6e forum de l'eau en 2012. Il y a eu 9 forums de l'eau depuis 1997, tous les 3 ans. Le dernier a eu lieu le mois dernier à Dakar. C'était au mois de mars à Dakar. Alors, voyons donc avec ces ressources, n'est-ce pas, et leurs limites, comment Marseille s'est approvisionné jusqu'en 1849. Donc, vous avez le découpage chronologique de tout à l'heure, je n'insiste pas. Durant un millénaire, la disponibilité semble avoir été suffisante. Alors voici quelques vues, reconstitution de la Marseille antique. Quand je vous disais le jardin des vestiges, vous avez là la corne du port. Eh bien, vous savez que le jardin des vestiges, il est par là. Les vestiges de la bourse, de derrière la bourse, sont longtemps à l'extérieur des remparts. Hein. La ville ne commence qu'avec la Grande Rue, qui alors c'est plus la Grande Rue, c'est la rue Henri Fiocca aujourd'hui jusqu'à la rue de la République, et au-delà c'est la Grande Rue qui mène jusqu'à la place de Vange, qui était vraisemblablement l'agora de la cité antique. Et, et là c'est la porte d'Italie. Vous devinez d'ailleurs hein, le Cardo dans cette reconstitution sur l'image en haut. Donc, les Massaliotes ont utilisé les ressources de paléo-rivières, de petits ruisseaux. Ils ont occupé très vite les 3 buttes qui sont au nord de la Calanque, donc dénommée Lacidon, mais Lacidon, c'est plutôt une source. Je passe sur celle-là de vue, elle est trop compliquée, là, mais voici des vestiges d'ouvrages hydrauliques de l'époque hellénistique, 3e siècle avant Jésus-Christ à peu près. Vous avez le bassin d'eau douce à droite, vous avez des fragments de l'aqueduc hellénistique,
tout ceci découvert sous le centre bourse. Ils ont utilisé des puits, le grand puits à gauche qui aujourd'hui se trouve, vous voyez, sous le centre bourse. Et là, vous le voyez au moment de la construction, au moment où on pose les fondations du centre bourse. C'est le grand puits. Il sera appelé comme ça au XVIe siècle. Jusque-là, c'est le fond judaicus, le fond judaïque. Et puis, un grand puits aussi, le puits public du Ve siècle, à côté du mur de Crinas. Longtemps, je veux dire les Marseillais maintenant, pour faire court, ont utilisé les ressources des puits. Il y en avait certainement plus de 300 dans la vieille ville, qui ont été recensés par Michel Clerc, un archéologue du 1er XXe siècle. Ces puits suffisaient largement à l'alimentation en eau des Marseillais, à une époque où la ville était tout de même peu peuplée. Et lorsque César vient mettre le siège sous les murs de Marseille en 49 avant Jésus-Christ, il compte assoiffer les Marseillais, il compte les priver d'eau. Eh bien, il n'y parviendra pas parce qu'il y avait de l'eau à suffisance pour les Massaliotes à ce moment-là. On observe donc des commencements de... On a des conduites en poterie, des conduites en bois, mais on a déjà des conduites en plomb. On en a peu trouvé à Marseille, mais ça existe. Voici des conduites photographiées au musée départemental d'art antique. Les Romains ont utilisé le plomb pour les conduites d'eau. Passé cette période, cet âge, un petit peu vite, je prends juste le temps de regarder mon horloge. Hein. Voilà. Donc, passé le temps de l'Antiquité, on rentre dans, vous le savez, dans des âges troublés d'invasion, notamment les invasions sarrasines à Marseille. Et donc, tout le système qui était assez fragmentaire, mais enfin, qui avait été créé. Il y a des termes, hein, on a retrouvé les termes à Marseille, les termes romains. Donc, tout ce système élémentaire, mais qui existait, y compris d'évacuation des eaux usées, bien évidemment, se disloque, se fragmente, plus d'entretien, etc. Et c'est avec une certaine reprise économique et croissance de la population à partir du Xe, XIe siècle. Le coup de fouet sera donné notamment par les croisades, où Marseille va jouer un rôle important, n'est-ce pas, dans l'acheminement des croisés, des marchandises, des armes, etc. Que peu à peu, le besoin en eau grandit et qu'on s'installe progressivement dans un état de pénurie, mais non, très relatif finalement, très relatif jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle. Simplement, c'est une tendance qui va monter. Marseille, au Moyen-Âge, à partir de 1079, est divisée par les vicomtes en deux villes, la ville épiscopale qui est la ville haute et la ville basse, et puis un petit peu plus tard, la ville épiscopale, la ville haute se subdivise en ville épiscopale et en ville de la prévôté. Les chanoines, n'est-ce pas, s'émancipent de la tutelle de... Voilà. Donc à partir de là, il va falloir ravitailler deux villes qui ont des intérêts différents, qui vont se disputer un petit peu l'eau. Sur cette image, cette carte, 1250-1360, on voit un ouvrage de couleur bleue. On peut se demander ce que c'est. Eh bien, cet ouvrage de couleur bleue, c'est l'aqueduc. Mais là, il faut être très attentif. Cet aqueduc, il ne s'est pas bâti de l'amont vers l'aval, mais il s'est bâti de l'aval vers l'amont. C'est-à-dire qu'à partir de la ville, on a creusé un canal, tantôt souterrain, pour aller vers l'est, à la rencontre de sources qu'on supposait, et qui étaient d'ailleurs,
de sources, de ruisseaux. Mais longtemps, on n'est pas allé jusqu'à la première rivière, la plus proche qui est le Jarret, n'est-ce pas? En réalité, on s'est contenté d'alimenter cet aqueduc par les eaux de source des quartiers du Cama, par exemple, aujourd'hui. Voyez-vous, on s'approche du Jarret, mais on n'y est pas encore. Parallèlement, on va opérer une prise sur le Jarret, mais en amont, c'est la prise du canal des Jardiniers, entre 1225 et 1228. Et ce canal va conduire les eaux à travers un certain nombre de quartiers, les Chartreux, Longchamp, etc., jusqu'aux salines, jusqu'aux salins qui sont situés dans le sud, le quai de Riveneuve aujourd'hui, et ce qu'on appelle le quai des Belges ou le quai de la Fraternité aujourd'hui. Et cette eau servait surtout à arroser les jardins. On l'appelle d'ailleurs le Vala des Coucourdes, hein, parce que, bon, on cultivait un certain nombre de cucurbitacées, mais pas seulement, évidemment, hein, des courges. Et donc, cette eau du canal des Jardiniers, on va la détourner en 1319 parce que, à ce moment-là, il y a une réunion de grands personnages, le roi de France, le roi d'Aragon, etc., le pape, pour la translation des ossements de Louis d'Anjou, de Saint-Louis d'Anjou. Et là, il y a plus de 2200 chevaux à abreuver pour tous ces équipages. Et donc, on détourne à ce moment-là le canal des Jardiniers vers la ville, on le fait dériver vers un grand abreuvoir de la ville. Ce canal des Jardiniers, je vous poursuis son destin jusqu'à sa mort, comme ça je m'en débarrasse. Ce canal des Jardiniers, il a été longtemps exploité, et en réalité, en 1914, il y avait encore un concédant qui utilisait l'eau du canal, et c'était le dernier, et ce canal a été définitivement mis au chômage en 1916. Vous voyez, donc jusque-là, de l'eau s'est écoulée, ce canal arrosant des jardins, pour ceux qui en avaient encore des jardins, car la ville, l'espace bâti, avait évidemment grignoté pas mal de jardins. Alors, voici le plan indiquant le passage du canal des Jardiniers dans le quartier des Chartreux, Longchamp. Et aujourd'hui, eh bien, il y a un vestige, il y a une trace de ce canal, c'est la rue Jussieu, étroite et pittoresque. Elle suit très exactement le cours de l'ancien canal. Sur une carte, j'essaie de montrer où est la rue Jussieu. Vous avez l'avenue des Chartreux, c'est une rue qui est parallèle vers l'est à l'avenue des Chartreux. Et vous avez l'image, le canal des Jardiniers passé par ici. Alors, on retrouve l'aqueduc, toujours dans ces époques-là, et même sur ce plan de Marseille en 1423, ce que l'on voit, c'est montré par une flèche jaune vers le haut de la gravure, ce que l'on voit, c'est un aqueduc tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire l'aqueduc aérien. On croit souvent qu'un aqueduc, c'est aérien, c'est le pont du Gard. Non, une conduite souterraine, c'est un aqueduc aussi. Mais bien sûr, l'aqueduc est spectaculaire quand il est en aérien, comme le pont du Gard, ou comme, bien évidemment, ce que nous verrons plus tard. Alors, donc, l'aqueduc, eh bien, c'est cet aqueduc, c'est ce tracé bleu qui a mené l'eau plutôt des sources à la ville. Et il me faut revenir à celle-ci. Néanmoins, devant les besoins, en 1558, on a prolongé l'aqueduc jusqu'au Jarret. Et désormais, les eaux du Jarret alimentent l'aqueduc. Et puis, en ce même XVIe siècle, devant la croissance des besoins, il sera prolongé jusqu'à l'Uvonne
Et en 1572, à moins que ce soit en 1599, il y a des auteurs qui en débattent un peu, quoi qu'il en soit, dès la fin du XVIe siècle, c'est l'Uvonne, avec le soutien du Jarret, mais c'est un soutien assez limité, qui va abreuver les Marseillais, qui va fournir l'eau à la ville de Marseille. Cet aqueduc, qui était souterrain jusqu'à l'approche donc du quartier de la Porte d'Aix aujourd'hui, finissait son parcours en aérien, dont il reste, avec donc les arches de l'aqueduc, dont il reste quelques vestiges à proximité des bâtiments du conseil régional et qu'on a conservé par souci patrimonial. Sur l'Uvonne, on a aussi branché un petit peu plus tôt des béals. Le grand béal, le petit béal, et on détourne donc les eaux dans ces canaux artificiels. Hein, et c'est tout au long de ces béals que se sont installés les moulins. Les moulins ne sont pas directement sur le cours de l'Uvonne, ils sont sur le béal parce que pour mouliner, il faut maîtriser le débit, il faut maîtriser l'écoulement. Vous avez ici une vue un peu ancienne et une vue plus récente de l'entrée du Grand Béal. On est à proximité, si vous connaissez un peu le 11e arrondissement, on est très près, on est au quartier de la Montre, en fait, hein, au quartier de la Montre. Et on a encore la prise d'eau, ici, du Grand Béal, qu'on peut encore observer. En revanche, j'avais tenté de retrouver la prise d'eau de l'aqueduc, cette fois, ce n'est pas le Grand Béal, c'est l'aqueduc. La prise d'eau du Béal est antérieure à celle de l'aqueduc. Et on sait à peu près où c'était, sur une carte ici, dans le quartier de la Pomme. J'ai cherché, je ne vous cache pas que j'ai cherché, je me suis pas mal mouillé, mais il y a eu d'autres ouvrages depuis et donc il a été escamoté. On ne voit plus vraiment l'entrée de l'aqueduc dans ce secteur de l'Uvonne. Alors cet aqueduc, il aboutissait en fin de parcours à la fontaine Saint-Laurent et le lavoir Maillous, car c'est la rue Maillous, là, c'était le terminus de l'aqueduc. Hein. On retrouve l'image du lavoir et de la lessive au lavoir. Cette vue précède celle-ci et elle a une raison d'être en fonction de la suivante. Elle veut vous montrer que jusqu'en 1666, la ville a topographiquement peu grandi. Constant Vautravers, il parle d'une extension avaricieuse des remparts. Et parallèlement, en effet, les besoins en eau sont restés à peu près les mêmes jusqu'en 1666. 1666, c'est l'extension de Marseille voulue par Louis XIV, et évidemment, ça va poser de redoutables problèmes d'approvisionnement de nouveaux quartiers. Ce qui étaient les faubourgs, bon, ben, ça se consolide en nouveaux quartiers. Et cette extension, elle va forcément obliger à réfléchir, voire à chercher de nouvelles ressources, ou du moins à les administrer d'une manière rationnelle. Vous savez qu'on n'avait pas l'eau dans les maisons, la majorité des gens n'avaient pas l'eau dans la maison, il y avait quelques privilégiés, quelques notables, bien sûr, comme toujours, mais sinon l'eau n'arrivait pas dans les maisons. Donc on se ravitaillait aux fontaines. Voici une fontaine,
réputée être la doyenne des fontaines, dont il reste une trace dans le quartier du Panier, la fontaine du Barquiou, la rue Guintran. Elle daterait du XIIIe siècle. Je dis bien dont il reste une trace, parce qu'il y a pu avoir d'autres fontaines par le passé, y compris à l'époque antique, mais on n'en a plus les traces. Voilà. Alors celle-ci est certainement la plus ou une des plus anciennes. Or, avec l'agrandissement et la croissance de la population que je remets ici, le nombre de fontaines n'augmente pas de façon significative à proportion de l'élargissement de la ville, n'est-ce pas, et également à proportion de la croissance de la population. Les fontaines, je regarde un petit peu mes notes parce que les chiffres, on ne les retient pas toujours. En 1559, 15 fontaines publiques réparties dans la ville. 1559. En 1666, 54. On est passé de 15 000 à 65 000 habitants entre-temps. On est à la veille de l'élargissement, 1666. À la veille de la Révolution française, 70. C'est pas beaucoup plus. C'est pas beaucoup plus, et pendant ce temps, la population a continué de croître. Elle atteint pratiquement à la veille de la Révolution 100 000 habitants, la ville. Donc, et en 1846, alors plus tard, on aura 165 fontaines et bornes fontaines, dont 20 monumentales, plus ou moins artistiques, et 26 lavoirs publics. Un sous-investissement pendant cette période, la période moderne, des siècles 16, 17, 18, n'est-ce pas? Et parallèlement, dans le même temps, nous avons une montée de la population, donc des besoins, un élargissement topographique de la ville, donc il faut tirer un peu plus des réseaux. Bon, on ne peut pas parler de réseau à l'époque. Disons tirer des... Il y a réseau quand il y a interconnexion rationnelle des conduites, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Ce sont des fragments. Quand elles sont cassées, elles ne sont pas toujours réparées. Il n'y a que les fontainiers qui se retrouvent là-dedans. Les fontainiers qui font profession, finalement, d'opérer les prises d'eau, de la distribuer, de faire des contrôles pour la ville, n'est-ce pas? Et qui, évidemment, comme ils ont une connaissance approfondie, ils sont les seuls de ces conduites, bah, ils en tirent un pouvoir important et un pouvoir qu'ils monnaient, évidemment. Donc, la corruption se met facilement là-dedans. Les sécheresses sont allées croissantes. Alors, il s'agit des grands étés et grandes sécheresses à l'échelle de la France, ce tableau. Hein. Ce n'est pas spécialement en Provence. Mais par exemple, pour le XVIIe siècle, 1605 et 1612 à Marseille sont des années de grande sécheresse. 1686, une année de grande sécheresse, n'est-ce pas? Et on vient, je grille des étapes, hein, je pense que si vous voulez qu'on revienne sur certains points plus tard, j'y reviendrai, mais j'essaie surtout de tenir le temps. On en arrive ainsi aux premières décennies du XIXe siècle, où la ville va connaître une crise hydrique et sanitaire, je dis tragique, en 1834-1835. Et là, c'est une terrible combinaison qui se met en place. C'est la combinaison de la sécheresse, qui n'est pas responsable de la maladie, hein, attention, et la survenue du choléra. La sécheresse et la survenue du choléra. Les deux événements coïncident. Ils peuvent être en interaction, mais ce sont deux fléaux surtout. Et le fléau qui sera le plus retenu par la municipalité marseillaise, c'est peut-être la sécheresse plus que le choléra. Le débit de l'Uvonne, en 1834, il se trouve tellement réduit que chaque Marseillais dispose d'un peu plus d'1 litre par jour. On réserve l'eau aux hôpitaux, aux casernes, aux fontaines publiques.
On fait creuser de nouveaux puits. C'est là que l'on va trouver des nappes qu'on ne soupçonnait pas, qui se situent à des profondeurs allant de 40 à 150 mètres. Elles sont étagées, il y en a plusieurs, hein, les plus profondes à 150 mètres, dans le cœur de la ville, dans des quartiers comme ce qu'on appelle la place Noailles à l'époque, c'est-à-dire à la jonction de la rue Vincent Scotto et de la Canebière, la place Saint-Féréol, c'est-à-dire la place Félix Barré aujourd'hui, la place de Rome, à côté aussi de la préfecture, et on creuse et on a des puits artésiens, c'est-à-dire on atteint des nappes qui sont sous pression parce qu'elles sont en sandwich entre deux couches imperméables. Et donc l'eau monte toute seule, c'est ça un puits artésien. Et donc on cherche partout les eaux de Malpasset, de la Rose aussi, mais malgré tout c'est une insuffisance tragique, n'est-ce pas, pour l'eau alimentaire et pour les usages les plus élémentaires de l'eau. À la fin du mois de septembre 1834, après cet été très sec, c'est le déluge. Les pluies tant attendues provoquent la crue de l'Uvonne, du Jarret, et c'est ça qui est en interaction avec l'épidémie de choléra, qui fera 865 morts, et une seconde épidémie en juillet 1835 fera 2576 morts. On ne sait pas comment le choléra se propage. On ne connaît pas le mode de contamination. On le connaîtra que dans les années 1880 avec Koch, hein, qui isolera le bacille. Mais ces deux événements, et je dirais même peut-être avec une certaine superstition, sont perçus comme étant en lien. Alors en réalité, ils sont en lien, mais on ne sait pas comment ils sont en lien. C'est tout simplement que le débordement des eaux, ce sont des eaux qui vont se polluer. Il suffit de peu de choses pour qu'elles se polluent. C'est pour ça que je disais tantôt tout à l'heure, quand on étudie l'évacuation des eaux usées et les inondations, il faut étudier ça ensemble. Toute inondation est une pollution. Donc, on perçoit qu'il y a peut-être un rapport, mais on ne peut pas le préciser. On est encore dans la théorie miasmatique, c'est-à-dire les maladies se transmettent par l'air, quoi, essentiellement. Et donc, cette eau qui est souillée, parce que quand il y a inondation, l'eau est polluée et souillée, et qu'on va boire, évidemment, va propager à partir d'un foyer, n'est-ce pas, va propager l'épidémie. Et alors, le conseil municipal de l'époque et son maire, Maximin Consolat, dont une rue porte le nom à Marseille, la rue Consolat, est tout à fait décidé à construire un canal qui amènera l'eau de la Durance dans la ville de Marseille. Ça peut coûter cher, mais l'exécution du canal est une décision irrévocable, quoi qu'il advienne, quoi qu'il en coûte. On a entendu ça récemment, hein. Le canal s'exécutera. Alors, le choléra. Bien, le choléra, c'est une maladie nouvelle en Europe. Il est resté confiné au sous-continent indien jusqu'en 1817. Hein, c'est un article du professeur Georges François qui s'est spécialisé dans l'histoire des maladies, je dirais. Voilà. Et donc, c'est une maladie nouvelle et évidemment qui, on le sait depuis, je regarde la photo suivante, le vibrion est isolé par corps en 1883 et pendant 50 ans, on n'aura pas compris que c'est la pollution de l'eau qui est en cause dans la transmission de la maladie. Mais donc, on ne s'en méfie pas, il y aura plusieurs épisodes de choléra. Hein. Vous voyez sur le graphique 1835, 41, 54, 55, 65, 66 et la dernière en 1885, tout de même. Donc, on ne sait pas. Et puis, alors, il y a l'abondance de l'eau polluée, mais il y a aussi la rareté de l'eau qui joue son rôle dans la propagation. Parce que quand l'eau est rare, on n'est pas difficile et on boit n'importe quoi. Par conséquent, je veux dire, c'est bien lié à l'eau.
c'est Pasteur qui disait « Nous buvons 80% de nos maladies hein ». Pour le choléra, c'est bien vrai, c'est tout à fait juste. Donc, et d'autant que la ville, voici les anciennes rues de Marseille, du point de vue de l'hygiène, n'était pas exemplaire. Toutes les villes, d'ailleurs, à cette époque, avant le tout à l'égout et avant, disons, les travaux d'urbanisme et d'hygiène. Vous voyez les rues, il y avait toujours un caniveau avec de l'eau qui croupissait dans ces chaussées fendues ou sur un bord. Évidemment, le lien entre le choléra et le régime de l'eau, je dirais d'une manière générale, le pas assez, le trop, a été établi depuis. Alors il faut à Marseille son canal, il faut l'eau de la Durance, n'est-ce pas? C'est une vieille idée, l'eau de la Durance amenée à Marseille. D'abord parce que ça a déjà été réalisé. Adam de Craponne a amené l'eau de la Durance dans la Crau. Donc, plusieurs projets au XVIIe siècle ont émergé. Celui de Vauban, celui de Jean-André Floquet, qui reçoit un commencement d'exécution dans les années 1750. Pardon. Au XIXe, on voit réapparaître cette idée, et c'est le Conseil général du département qui relance la question en chargeant l'ingénieur en chef Hyacinthe Garella, vous avez son nom et la vue sur cette diapo, d'élaborer un projet, de faire une étude, et le conseil aujourd'hui on dit le conseil départemental, vous voyez l'habitude, le conseil général vote même un crédit, 8 000 francs de l'époque, or pour financer l'ouvrage. Garella présentera deux avant-projets en 1827 et 1832 qui prévoient de desservir Aix et Marseille. Bon. En 1832, c'est un autre promoteur, un commerçant d'ailleurs, un négociant marseillais, Charles Bazin, qui va présenter à son tour un avant-projet de canal de Marseille par Aix aussi. Avant-projet de Charles Bazin par Aix. Attendez, j'ai quelque chose qui me gêne, je ne sais pas si vous voyez la même chose en bas. Voilà. C'est approuvé par le Conseil général des ponts et chaussées, c'est appuyé par la ville de Marseille, mais il ne réunira pas les capitaux nécessaires et donc, je vais faire un mauvais jeu de mots, ça tombera à l'eau. Bien qu'approuvé par le Conseil général, donc, ça ne marche pas. Alors, pratiquement, il n'y a aucun projet qui a abouti jusqu'à l'engagement de Maximin Consolat de la ville de Marseille, qui réaffirme la construction du canal dans la séance du 24 mars 1836 et qui donc dit quoi qu'il en coûte, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, la ville appelle à son aide des ingénieurs nouveaux pour l'étude des propositions, des ingénieurs des ponts et chaussées, Kermengan, et l'ingénieur ordinaire Montrichet, qui sera le grand artisan du canal. Je ne vais pas faire de suspense, certains d'entre vous connaissent déjà un peu l'histoire. Donc, il présente un travail préliminaire, il y aura encore des conflits, d'autres projets, bref, il faudra 4 ans de démarche administrative avant de déboucher sur le vote d'une loi, car il fallait une loi pour prélever sur la Durance une certaine quantité d'eau, la loi du 4 juillet 1838 qui va autoriser la ville de Marseille à diviser les eaux de la Durance afin de prélever 5 mètres cubes 75 secondes, n'est-ce pas, à l'étiage de la rivière. Et c'est l'inspecteur Kermengan et l'ingénieur Franz Mayor de Montrichet qui vont élaborer le tracé définitif du canal. Ça permettra de mettre au point le financement du projet pendant ce temps. Alors le financement, ce sont un peu les Marseillais quand même qui l'ont payé, ce canal, ils l'ont voulu. Leurs élus l'ont voulu, ils l'ont payé
parce que le conseil municipal décrète une taxe spéciale sur la farine et sur le pain, et qui financera pas la totalité, parce qu'il y aura aussi la ville s'endettera, pas la totalité, mais une partie du coût du canal. C'est Franz Mayor de Montricher qui mènera les travaux de construction du canal de Marseille. Voici donc l'ordonnance du roi sur la taxe additionnelle d'un droit d'octroi sur les farines et le pain, mise pour subvenir, là on sait, c'est une recette qui est dédiée à la construction du canal de Marseille. Vous avez là les sommes. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur ces sommes. Enfin, je mets à la disposition éventuellement certaines vues de ceux qui voudraient les garder. Alors, le canal de Marseille, eh bien, son promoteur, c'est Maximien Dominique Consolat, Maximin, pas Maximien, Maximin Dominique Consolat, qui a été maire de 1832 à 1843 et qui verra quand même son œuvre achevée, puisqu'il est mort en 1858, mais il n'était plus maire de la ville à ce moment-là. Et l'artisan, ben, c'est Montricher, Franz Mayor de Montricher, qui est un ingénieur exceptionnel, à qui la ville a toujours rendu hommage, à qui elle doit beaucoup, et qui s'est chargé à la fois du plan, de la conception, et de diriger les travaux, ce qui n'était pas une mince affaire. Donc voilà deux vues sur le canal, n'est-ce pas? Et vous voyez, et c'est ce que Consolat désirait, vous voyez que ce canal passe au large d'Aix-en-Provence. Maximin Consolat a dit à un moment donné, puisque c'est nous qui le finançons, il faut qu'il soit construit à notre profit exclusif. Et donc, ce qui avait quand même pénalisé les projets de Garelade, Bazin notamment, et d'autres encore, bon, que j'ai sauté, c'était justement qu'on voulait faire coup double, alimenter les deux villes importantes du département, Aix-en-Provence et Marseille. Et là, peut-être la vieille rivalité entre la terrienne, la maritime, la cosmopolite et puis l'aristocratique, la ville du droit et la ville du commerce, donc, a peut-être joué, c'est bien possible. Enfin, ce serait à creuser, ce serait intéressant. Alors, c'est une œuvre gigantesque, donc pour éviter d'avoir à vous énumérer, voilà, j'ai préféré l'écrire, je vous laisse prendre connaissance rapidement de telle ou telle performance, je dirais, 82 km de long, des tunnels, des ponts aqueducs, des bassins, des ouvrages d'art petits, grands, etc. Et puis alors, qui est comment dirais-je, qui est vraiment le fleuron de ce canal de Marseille, c'est l'aqueduc de Roquefavour, qui soulève des louanges, qui inspire les peintres et les poètes, et même Lamartine, n'est-ce pas, s'est enthousiasmé pour ce pont-aqueduc de Roquefavour, qui est une des merveilles du monde, etc. Voilà, donc c'est un ouvrage remarquable, et l'écoulement sur ces 82 km, l'eau qui est prise dans la Durance, disons dans le secteur de Pertuis, il y a eu plusieurs prises d'eau. La dernière depuis 1961, c'est sur le canal EDF. Carrément comme ça, en cas de crue de la Durance, la prise n'est pas détruite, n'est pas endommagée. Bon, donc il y en a eu plusieurs en glissant vers l'aval. Mais donc, ces 82 km, l'eau les parcourt tout simplement grâce à la gravité. Il y a à l'époque, alors depuis, il peut y avoir des pompes, depuis, il peut y avoir un peu des auxiliaires pour pousser un petit peu l'eau, mais à l'époque, l'eau s'écoule suivant une pente très 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 faible de quelques centimètres par kilomètre, et elle arrive ainsi jusqu'à Marseille, jusqu'à Saint-Antoine et puis jusqu'au palais Longchamp. Mais il y a aussi des ouvrages plus modestes et qui sont extrêmement importants. Alors,
j'ai fait un petit montage photographique dans le quartier du 11e arrondissement, parce que, bon, d'abord parce que je le connais bien, ensuite parce que c'est un des plus près d'Aubagne, il y a des chances aussi que beaucoup d'entre vous connaissent ce quartier. Eh bien, le canal, il fait un certain nombre d'acrobaties dans ce quartier, parce qu'il faut qu'il passe, il faut qu'il franchisse, alors on verra comment, en aérien ou en souterrain, la ligne de chemin de fer, l'autoroute et l'Uvonne, parce qu'il vient, le canal, c'est une des branches qui vient des Trois-Lucs, la Valentine, le répartiteur de la Marionne, etc. Donc, à ce moment-là, pour passer de l'autre côté, c'est-à-dire vers les collines, vers le versant, la rive sud de l'Yonne, il doit franchir un certain nombre d'obstacles. Et donc, il passe tantôt en souterrain, en siphon, tantôt en aérien, par exemple par-dessus l'Yonne. C'est un gros tube qui fait franchir, voilà, je vous le montre ici, je vous le montre là, qui fait franchir l'eau du canal à l'Yonne. Et puis, en siphon sous l'ex-RN8 à la Barrasse, et il ressort à hauteur de l'église de la Barrasse, et là, il va courir tout au long des collines de la Barrasse, Saint-Marcel, Saint-Loup-les-Trois-Ponts, il passera dans les quartiers de Montredon, La Madrague, etc. Et il finira assez piteusement, d'ailleurs, j'avoue que c'est un peu un crève-cœur, dans le port de la Madrague. Hein. Voilà. Donc il y a aussi des petits ouvrages qui sont extrêmement importants pour la gestion de l'eau de ce canal et pour en profiter. Siphon de la Barrasse, franchissement de la voie ferrée et terminaison de la dérivation de Montredon qui alimente les quartiers est et sud. Et on a aussi le siphon du commandant de Robien pour franchir l'Uvonne. Alors, je vais m'arrêter à l'impact qu'a pu avoir cette eau abondante désormais sur la géographie et le développement urbain de la ville de Marseille. Mais en attendant, je voudrais vous mettre en garde contre certaines erreurs que l'on trouve notamment sur des sites internet. Hein. Souvent, c'est de bonne volonté qu'on met une information qu'on a glanée récemment parce qu'on a fait une visite, et on dit oui, l'eau du canal arrive au Palais Longchamp. Non, en 1849, il n'y a pas de Palais Longchamp. Le Palais Longchamp, il a été construit justement pour donner un écrin à cette eau de la Durance. Et donc, il est postérieur à l'arrivée de l'eau. Hein. C'est Espérandieu, Jacques-Henri Espérandieu, qui en est l'architecte. Il a été commencé, ce Palais Longchamp, en 1862. Il a été inauguré le 15 août 1869. Et il est vraiment, bon, il a quelque chose à voir évidemment avec le canal, parce que la branche maîtresse arrivait dans le réservoir qui a été construit en 1850, qui a été construit pratiquement avec l'arrivée de l'eau sous le plateau Longchamp. C'est vraiment pour célébrer, c'est une célébration de l'eau, hein, ce palais Longchamp, avec, c'est quand même du point de vue architectural, Marseille n'est pas une ville très monumentale. Hein. Victor Hugo s'en plaignait, il trouvait que les responsables, les élus, les échevins et auparavant les consuls avaient été très négligents avec le patrimoine. Alexandre Dumas disait la même chose. Donc, vous avez à gauche le Palais des Arts, à droite, donc au sud, le Muséum d'histoire naturelle, et puis alors au milieu, ben, vous avez bien évidemment la Durance, l'allégorie de la Durance, qui est sur son char tiré par deux taureaux. Vous voyez le taureau, de nouveau, le symbole de l'eau, des sources. Et à sa droite, donc à gauche pour nous,
la vigne, et à sa gauche, à droite pour nous, l'olivier. Hein, voilà les symboles évidemment de l'allégorie de la Durance. C'est dû au sculpteur Pierre-Jules Cavelier. C'est une statue donc en 1869, au moment où elle était prête quand le palais a été inauguré. Alors voyons à présent l'abondance et ses impacts. Je me permets de me poser une seconde, de faire un peu silence, et pour regarder, parce que moi ma montre c'est mon portable, alors il faut que je le regarde. 15h50, d'accord. Alors, je vais peut-être insister sur ce point, c'est-à-dire l'impact de l'abondance. L'impact de l'abondance. Le canal de Marseille provoque une véritable révolution, aussi bien économique et sociale qu'urbaine, paysagère et culturelle. C'est ce que dit Pierre Vidal-Naquet. Pierre A, je n'ai jamais su si c'était Antoine, Alain, Aristide. Vidal-Naquet, c'est pour le distinguer du grand historien Pierre Vidal-Naquet. Lui, c'est un sociologue. Dans son livre Les ruisseaux, le canal et la mer, les eaux de Marseille, paru en 1993. Joseph Méry dit à ce moment-là que l'eau tombe dans le terroir de Marseille comme une pluie horizontale. On peut s'en étonner, mais dans les tout premiers temps, l'accueil est réservé. Juste une solution aux étiages et aux sécheresses, voilà, c'est ça. Ça va résoudre surtout le problème des sécheresses. Pour l'agriculture, on est plus ou moins sceptique. Parce que par un mauvais usage, même l'eau, certains disent, certains esprits chagrins, pourrait être nuisible. Vous voyez, si vous donnez abondamment à boire aux arbres, ils prennent de mauvaises habitudes. Tandis que, et quand la sécheresse revient, eh bien, alors à ce moment-là, ils vont souffrir. Enfin, bon, on a un certain nombre d'arguments de ce genre qui témoignent d'un certain scepticisme sur l'importance de cette arrivée de l'eau de la Durance. Passé ces premiers temps, néanmoins, ce scepticisme recule et on va assister à une véritable mutation de l'agriculture. Les agriculteurs n'ont pas la culture de l'eau dans le terroir de Marseille. C'est pas, ils sont habitués à la rareté de l'eau. C'est ça leur culture. Et donc, il faut s'organiser pour irriguer. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut faire des travaux, il y a un coût, un investissement. Bref, ils ne sont pas très pressés, si bien que c'est la ville qui va se charger d'amener à l'entrée des exploitations l'eau, leur épargnant ainsi pas mal de travaux et de dépenses. Alors à ce moment-là, ils s'y mettent, n'est-ce pas? Et que font-ils? Ils font muter les cultures. La vigne, l'olivier, les amandiers, les céréales complantées de vigne ou en olivette dans le système des houlières reculent, évidemment. Recule, la vigne peut perdre 4000 hectares en une année, en 1852. La vigne peut perdre 6000 hectares en 1866. Bien sûr, l'oïdium, le mildiou et le phylloxéra ont joué leur rôle, mais néanmoins, c'est aussi la mutation des cultures. Pour ce qui est de l'olivier, c'est pareil. Hein, la culture de l'olivier recule alors qu'elle s'était maintenue malgré les gels périodiques où on repartait à zéro avec les oliviers, ça ne fait rien, on l'avait maintenu. Puis c'est un symbole, hein, l'olivier, c'est le symbole aussi de la culture méditerranéenne. Bref, c'est le maraîchage qui va connaître un essor particulier avec la faculté maintenant d'arroser les champs. Sa culture devient intensive avec la technique du châssis, par exemple. On peut faire plusieurs cultures par an de légumes. C'est le grand essor des prairies. On peut faire jusqu'à 5 fauches par an. Et donc, qui dit grand essor des prairies, dit développement des élevages bovins. On ne connaissait pas tellement l'élevage bovin. C'était les petits troupeaux, les ovins et les caprins. Eh bien, là, les bovins et la production laitière. 600 laitiers dans le bassin de Marseille à un moment donné, entre
là, disons 1860 et 1960, quoi, sur ce siècle-là, à peu près. Je n'ai pas la date exacte pour les 600 laitiers. Ils se maintiendront jusque dans les années 60. Hein. Ce sont les immigrés italiens qui rachètent ou louent des terres qui sont laissées par les propriétaires qui, avec l'industrialisation, vont tenter leur chance à la ville, dans l'emploi industriel, et donc aliènent leur propriété. Et ces Piémontais, pour beaucoup d'entre eux Piémontais, ces Italiens, beaucoup d'entre eux issus du Piémont, reprennent ces terres et vont faire de l'élevage laitier à l'étable, n'est-ce pas? D'autant que la ville, en se développant, a des besoins. Et donc, ce qui se crée, c'est une classique ceinture laitière, ceinture maraîchère, autour de Marseille, et c'est la consommation locale qui sera le principal débouché de ces exploitants. Et c'est l'eau qui a tout changé. Quant à la ville, elle renvoie les eaux grasses vers ces exploitations, ce qui va permettre de développer des élevages porcins. Les cochonniers font leur apparition. Alors que jusque-là, les porcs déambulaient dans les rues à Marseille. Métamorphose du paysage. La démocratisation de l'accès à l'eau, sa banalisation a comme conséquence que l'eau d'agrément, l'eau qu'on a vue au début, l'eau d'un miroir d'eau, n'est-ce pas? Cette eau d'agrément qui était montrée avec tant d'ostentation par ces riches propriétaires qui en disposaient exclusivement avant, la construction du canal, qui démocratise finalement l'accès à l'eau, tend à s'effacer cette ostentation de l'eau décorative, eh bien, elle tend à s'effacer comme objet de distinction sociale. Et d'autre part, l'augmentation de la valeur des terres va inciter des ventes à la découpe. Ces bastines vont se morceler. Longtemps, les propriétaires vont garder une part importante, quelques parcelles assez étendues, mais commencent à céder des parties plus périphériques de leur domaine, par exemple, n'est-ce pas? Et c'est le début de la lente agonie du système bastidaire, qui finalement ne s'éteindra qu'après la Deuxième Guerre mondiale, totalement, je dirais. Tandis que s'agissant des collines arides, que le canal ne peut atteindre, parce que là, il y a une distinction fondamentale qui s'opère, une division entre les fonds. Il y a les fonds dominés en dessous du canal, qui peuvent être arrosés par gravité. Et puis, il y a les fonds supérieurs dominants, et là, l'eau du canal ne peut pas venir. Donc, ces collines arides, que le canal ne peut atteindre, elles vont se couvrir de cabanons, qui au fil du temps deviendront des habitations permanentes. Donc, voilà, si vous voulez, quand même le bouleversement que l'arrivée de cette eau a provoqué. Une modification, alors moi en tant que géographe évidemment ça m'a beaucoup intéressé, une modification, on peut dire un modelage, un remodelage de la géographie du terroir. Et donc c'est une nouvelle Marseille d'une certaine manière, avec l'industrialisation. Marseille connaît trois changements majeurs au XIXe siècle. Il y a, je ne sais plus dans quel ordre chronologique, il y a le démarrage de la construction du nouveau port. Il faut échapper au Lacidon, au Vieux-Port, il est trop étroit, trop exigu. L'arrivée du chemin de fer et l'arrivée du canal de Marseille. Ce sont les trois révolutions qui propulsent Marseille dans, je dirais, un nouveau siècle, un nouvel âge. Donc, je viens de voir ces considérations-là. Je vais être obligé un peu d'accélérer. Je suis désolé, quitte à un peu mutiler la fin de mon exposé. Est-ce que j'ai bien regardé l'heure? Quantité versus qualité. Oui, pour ce qui est de la quantité, le problème est résolu. On a un certain nombre, d'abord on a une quantité d'eau qui arrive, qui est importante, la pluie horizontale, comme dit Joseph Méry. Le problème de la quantité est réglé, pas celui de la qualité. La quantité,
petit à petit, passera de 5,75 mètres cubes par seconde de prélèvement jusqu'à 11, en passant par 7 à un moment donné. Donc on augmente le prélèvement sur la Durance. En 1876, les 371 000 Marseillais disposent de 370 litres d'eau par personne et par jour. C'est très confortable. Essayez de comparer avec votre consommation actuelle. J'ai essayé de le faire moi aussi, c'est assez confortable. L'industrie n'en manque pas non plus. Semoulerie, meunerie, tannerie, découpage de la pierre, hein, comme l'entreprise Tinel à Saint-Marcel, mais qui a cessé ses activités, je crois, depuis 1981. Bref, l'eau ne manque pas non plus aux industriels, et c'était important. Donc, de plus, il y a une certaine rationalisation dans la gestion et la distribution de l'eau, et qui est sous-tendue par l'existence de 5 bassins, de 5 citernes, situés sur les points hauts de la ville pour pouvoir desservir la plupart des quartiers. Et alors, il y en a un qui est spectaculaire, de réservoir, c'est celui qui est sous la place des Moulins, dans le quartier du Panier. Vous voyez, vous avez 2 images de ce bassin qui pouvait contenir 12 000 mètres cubes d'eau et qui est contemporain de l'arrivée de l'eau de la Durance, puisque en 1852, il est construit et on a arrêté son fonctionnement au début du XXe siècle. Il est difficile à visiter, il faut soit prendre rendez-vous, soit profiter des journées du patrimoine, mais il n'est pas au menu toutes les années. Bref, c'est assez spectaculaire. J'avoue que c'est quelque chose de très intéressant. Et d'assez original, il faut bien le dire, comme réservoir d'eau. Alors, je disais, la quantité, c'est réglé, il reste la qualité. Et la qualité, dans le parcours, désormais, le canal, au fur et à mesure que la ville croît, fait croître son espace bâti, bien, le canal traverse des zones urbaines et il se pollue. Si bien qu'à partir du four de Buse, du bassin de Sainte-Marthe, enfin, je passe sur les dérivations, le côté un peu technique, on va faire une conduite souterraine pour soustraire à toute pollution les eaux qui arrivent au pavillon de partage, qu'on peut toujours voir aujourd'hui sur l'avenue des Chutes-la-Vie. Ce pavillon de partage reçoit l'eau, elle monte dans un dispositif, dans une colonne, et puis elle va se déverser dans 5 conduites qui vont aller vers les divers quartiers de la ville. L'amélioration de l'hygiène, évidemment, concourt à la fin des épidémies. Vous voyez, pour les épidémies de choléra, je vous avais déjà montré vers leur extinction. Pour les fièvres typhoïdes, qui étaient aussi liées à l'eau, vous avez une chronologie en bas. En 1943, on a encore 384 cas, 152 en 1944, et en 1953, 8 cas. Et puis, bon, on peut dire qu'elle a pratiquement disparu aujourd'hui. Le canal de Marseille et les communes de l'est du département, je vous avais dit Marseille et ses environs immédiates. Combien de temps les communes de l'est du département des Bouches-du-Rhône ont-elles dû patienter avant de bénéficier des eaux de la Durance? C'est Aubagne qui proteste la première. Pourquoi attendre que 23 ans à Aubagne, 36 ans à La Ciotat et 45 ans à Cassis? En 1864, l'État autorise la ville d'Aubagne à bénéficier de l'eau du canal. En 1878, ce sont les communes de Cassis et de La Ciotat qui sont autorisées à en profiter, n'est-ce pas? Et pour trouver de nouvelles ressources, eh bien, on va pomper de l'eau dans la galerie de la mer, qui est une galerie par où s'écoulaient les eaux des mines de Gardanne. Parce que vous savez, dans les mines, il faut constamment pomper. Ça se remplit d'eau, ça se remplit d'eau. Et donc, c'était le drain qui amenait les eaux dans le port, pratiquement dans le port, au niveau du Cap Janet. Et ça s'écoule toujours. Les mines ont fermé, après mine, vous voyez. Eh bien, on continue de pomper. C'est d'abord une vieille pompe en 1945 qui pompait cette eau, et aujourd'hui c'est le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, qui est chargé du pompage de cette eau de la galerie de la mer. Le canal aujourd'hui, je passe,
De l'eau à la pile au traitement à l'ozone, la meilleure eau de France. Bon, c'est le dernier paragraphe. Oui, alors longtemps, l'eau arrive au pied des immeubles. On peut la faire, ça dépend de la hauteur de l'immeuble, parce que tout se fait là par vase communicant longtemps. L'eau peut monter dans les étages, elle peut monter jusque sous les toits. Et alors, on ne peut pas amener vraiment l'eau dans les appartements. On amène l'eau dans des caisses qui sont situées sous les toits. Les plus anciens d'entre nous ont connu ça. Et par un système dit de module, de jauge, l'eau descend ensuite dans des caisses particulières, n'est-ce pas, qu'on a au-dessus de chez soi, dans le comble, et on tire l'eau, on puise l'eau, et donc l'eau, elle est à ce moment-là dans la maison, elle est à la pile, comme on dit à Marseille, dans l'évier. Bon. Mais elle n'est pas sous pression. Elle n'est pas sous pression, et c'est évidemment un inconvénient. Dans le même temps, en 1934, une usine. Dans les premiers temps, le traitement de l'eau est assez sommaire, c'est de la filtration par des sables, etc. Bon, en 1934, la première usine de filtration est construite à Sainte-Marthe. Elle est adossée au réservoir de Sainte-Marthe. Ça fait beaucoup progresser la salubrité de l'eau. Et puis, on va continuer ainsi jusqu'à nos jours, avec des traitements de plus en plus sophistiqués. Et aujourd'hui, vous savez, c'est le traitement à l'ozone, ce qui permet à la fois de traiter l'eau et de ne pas lui donner un goût chloré. Hein. Et vous savez que la Société des eaux de Marseille se vante de délivrer la meilleure eau de France. Voici un peu la répartition. Nous avons aujourd'hui à Marseille 3 grands réservoirs. Le réservoir de Sainte-Marthe, c'est le réservoir du bassin de Saint-Barnabé, et depuis 1973, le réservoir du Vallon d'Aule, c'est le plus grand. Sa contenance est 2 fois le Vieux-Port. Et ces 3 bassins distribuent l'eau dans des quartiers différents de Marseille. Donc sur la vue d'en bas, en rouge, c'est Saint-Barnabé, en bleu, c'est Sainte-Marthe, et en vert, c'est le Vallon d'Aule. Et chacun de ces bassins a son usine de traitement de l'eau. Ils sont là dans la ville. Il y a d'autres bassins. Je passe sur, vous pourriez trouver ça sur le site des eaux de Marseille, donc je passe là-dessus. Vous retrouvez les réservoirs, vous retrouvez les usines de traitement, vous retrouvez les quantités d'eau qui sont traitées, distribuées, etc. Combien de millions de personnes sont desservies, combien y a-t-il de collaborateurs à la SEM, etc. Bon, c'est assez facile à trouver, ça n'a rien d'original, c'est pas là que... Bon, j'ai mis là par honnêteté quand même, parce que la Société des eaux de Marseille est tout de même responsable de tout ça. Elle fait aussi de l'assainissement, mais pas à Marseille. Pas à Marseille. Elle est chargée de l'assainissement dans un certain nombre de communes autour de Marseille, parce qu'à Marseille, c'est la CERAM qui est chargée de l'assainissement. D'ailleurs, maintenant, toutes les deux sont sous Veolia Environnement. Avant, c'était Suez et Veolia. Suez, la CERAM, Veolia, la Société des eaux de Marseille, et puis Veolia a pratiquement phagocyté Suez, et donc pratiquement c'est le même patron aujourd'hui. Je passe sur ce possible potentiel qui est la source de Port-Miou, qui débite une quantité d'eau énorme. C'est écrit quelque part dans le texte, de 3, quand elle débite peu, jusqu'à 100 mètres cubes seconde. Hein, c'est énorme. Hein. Vous vous rappelez du mètre cube seconde de l'Uvonne. Hein. On a le canal de Marseille se prolongeait, je vous l'ai dit, sur les communes de La Ciotat et de Cassis. Il emprunte toujours le tunnel du Mussuguet, c'est-à-dire le tunnel du chemin de fer qui prend dans le vallon de la Gelade et qui arrive au Mussuguet dans cette partie de la commune de Cassis. Et puis, il empruntait un autre tunnel qui est le tunnel des Janons, vers La Ciotat. Eh bien, désormais, le canal de Marseille empruntera plutôt que le tunnel des Janons, toujours le Mussuguet, mais plus le tunnel des Janons. C'est un chantier qui a 3-4 ans, n'est-ce pas? Et il a son tunnel spécial, et aujourd'hui, l'eau de la Durance arrive
à La Ciotat-à-Cassis, on le sait, depuis la fin du 19e, mais aussi à Saint-Cyr-les-Lecs maintenant, qui reçoit l'eau du canal de Marseille. Alors, il y a un épisode néanmoins qu'il faut que je vous raconte vite, veuillez me pardonner d'être aussi long. C'est l'épisode parce que je viens de vous parler de la Société des eaux, et d'où elle sort cette Société des eaux. Eh bien, vous savez qu'en 1938, il y a eu un très grand incendie, l'incendie des Nouvelles Galeries à Marseille, sur la Canebière, qui a fait 73 morts. Et à cette occasion, les pompiers marseillais, car c'était un service municipal, les pompiers marseillais ont été complètement insuffisants. D'abord parce que les équipements n'étaient pas adaptés, leurs bouches ne s'adaptaient pas, leurs lances ne s'adaptaient pas aux bouches d'incendie, l'eau n'arrivait pas, etc. Et ceci s'est fait, ça a été un spectacle lamentable qui a été donné au gouvernement français de l'époque, parce qu'il se trouve que c'est le Parti radical qui est au pouvoir en 1938 avec Daladier, et qui tiennent leur congrès à Marseille, et qui sont en face à l'hôtel Noailles, et qui, Daladier sera rappelé du parc Chanot où il commençait son discours, il sera rappelé et ils assistent à ce spectacle lamentable qui fera que la ville sera mise sous tutelle et que le maire Henri Tassot sera démissionné, etc. Et c'est de là qu'est sortie la Société des eaux de Marseille. C'est de là qu'elle est sortie parce qu'on n'a plus voulu de ce service municipal qui était très insuffisant. Il faut dire que les années 30 à Marseille, c'est assez, entre guillemets, mafieux. Hein. Et donc, on n'a plus voulu. Et on a créé était déjà créée une Société des eaux. Et on lui a donné petit à petit la responsabilité, notamment en 1943, à partir de 1943, avec Raoul Dautry, qui est son premier président, on lui a donné la responsabilité d'alimenter Marseille en eau, puisque l'ouvrage appartient à la ville, et donc la SEM en est le gestionnaire. Depuis, la SEM a des délégations. La dernière délégation remonte à 2014. Elle est toujours en charge de l'alimentation en eau de la ville de Marseille. Deuxième conséquence quand même des nouvelles galeries, je vais très vite, c'est pour ça que quand je vous disais l'eau pour éteindre les incendies au tout début, vous voyez, je pensais à ça. Deuxième conséquence, c'est la création du corps des marins-pompiers. Parce que ce service d'incendie de la ville a été tellement lamentable qu'il a fallu, d'ailleurs, pour finir d'éteindre l'incendie, ce sont les marins-pompiers de Toulon qui sont venus et qui ont éteint l'incendie, qui a fait tout de même 73 morts et plus de 250 blessés, brûlés de ci, de là, plus ou moins légèrement. Donc, vous voyez, cet incendie des Nouvelles Galeries, il a eu encore deux conséquences qui touchent à l'eau. Voilà. Alors, écoutez, j'en ai terminé. Madame Bertin, si vous voulez qu'on lance voilà, le petit film de la Société des eaux. Voilà. Marseille, ville de 850 000 habitants, bénéficie d'une eau d'excellente qualité. La ville a pourtant longtemps souffert de la sécheresse. L'eau de la rivière Durance provient des glaciers des Alpes, elle arrive par le canal de Marseille. Un ouvrage de 177 km de long construit au XIXe siècle et constamment entretenu. Un ouvrage essentiel du patrimoine hydraulique marseillais. L'eau potable y est distribuée au travers de 8 étapes avant d'être distribuée au robinet du consommateur. Nous allons découvrir l'un des centres de production d'eau potable de Marseille. Il peut produire jusqu'à 300 000 m3 d'eau par jour.
Le centre produit de l'électricité. Il a un bilan énergétique positif. Des turbines hydrauliques produisent de l'électricité. La production annuelle est 2 fois supérieure à la consommation du centre. Cela représente une économie de 1000 kg de CO2 par jour qui n'est pas rejeté dans l'atmosphère. Les dispositifs de sécurité et de gestion à distance sont nombreux. La surveillance est assurée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Marseille dispose d'une capacité de stockage exceptionnelle, 6 millions de mètres cubes d'eau, soit 12 jours de réserve. 33 châteaux d'eau sont répartis dans la ville. L'eau est ensuite distribuée au travers de 2200 km de canalisation. Le centre de traitement d'eau à Marseille garantit une eau d'excellente qualité, sa composition minérale est excellente et le service assuré en toute sécurité.